Je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau télé FHP Direct pour une table ronde consacrée à la belle histoire des entreprises à mission depuis, vous le savez, Santexpo édition 2025. Allez, à mes côtés, pour en parler, Béatrice Noëllec, directrice des relations institutionnelles et de la veille sociétale à la FHP. Et Béatrice, j'ajoute que tu es la vice-présidente de l'Union européenne des hôpitaux privés. C'est bien ça? À tes côtés, David Gruson, directeur de programme santé à domicile, La Poste Santé Autonomie, et tu es le fondateur d'Ethique IA. Enfin, Benjamin Gilles, directeur associé chez KEA, et tu es membre de la communauté des entreprises à mission. Ma première question, Béatrice, est pour toi. On peut peut-être rappeler la genèse de ce cheminement des entreprises à mission. Oui, absolument, Christelle. C'est vrai que c'est un cheminement exigeant. Pour une fédération, pour une entreprise, que de rentrer effectivement dans ce processus autour des missions. Mais en même temps, ça relevait de l'évidence, parce que la Fédération de l'hospitalisation privée est une fédération de santé. Et véritablement, qui mieux peut-être que des acteurs de santé sont a priori prédisposés quand même à mener ce cheminement. Alors nous, on n'était pas obligés de le faire, puisqu'on n'est pas une entreprise, on est une fédération. Mais on s'est dit, quand sous l'impulsion du président de la FHP, Lamine Garbi, et de sa déléguée générale, Christine Schibler, on s'est dit, quand on a inscrit en 2022 la raison d'être dans nos statuts, on s'est dit c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce qu'une raison d'être, ça peut toujours apparaître un peu proclamatoire, finalement. On s'est dit on va aller plus loin. D'abord, on a fait une raison d'être qui n'était pas courte, qui était longue. C'était un choix pour effectivement être plus explicite sur les missions. Et puis ensuite, on s'est dit, il faut qu'on soit accompagné, et on l'a été, et bien été par le cabinet Profil, pour décliner de manière opérationnelle cette raison d'être. Pour que ça ne reste pas juste quelque chose qui apparaisse un petit peu cosmétique. Et donc, on a fait en 2023 ce cheminement avec Profil. Et 2024, ça a vraiment été l'année de l'opérationnalité, l'année de la déclinaison effective avec nos parties prenantes. Et ça, j'insiste, on ne fait pas ce cheminement seul. On ne le fait pas de manière un petit peu nombriliste. On le fait avec toutes nos parties prenantes internes, bien entendu, nos adhérents, les 1030 cliniques et hôpitaux privés, les syndicats de spécialité, les fédérations régionales, et puis toutes nos parties prenantes externes, les tutelles, les autres fédérations, les associations, etc. Donc c'est un processus collectif, c'est un chemin effectivement exigeant parce que on n'a pas le droit sur ces sujets-là de faire du washing. Et donc, il faut être contrôlé. Et c'est la raison pour laquelle, en fin 2023, on s'est doté d'un comité de mission dont David Gruson, à ma gauche, est membre. On s'est doté d'un comité de mission qui a la mission bienveillante, certes, mais exigeante, et c'est très bien comme ça, de contrôler la bonne effectivité finalement de la déclinaison de nos missions autour des missions de service public, autour de l'attractivité des métiers, autour de la prévention, autour de la pertinence, autour de la santé durable, autour de l'éthique de l'IA, cher David, un sujet qui t'est cher. Donc voilà pour poser un petit peu le cadre. Et puis cette année, c'est une grande année, nous en échangions avec Benjamin aussi, c'est une grande année puisque c'est l'année du contrôle par un organisme tiers indépendant, et du fait qu'on travaille bien et qu'on chemine bien là-dessus. Et finalement, on est très fiers d'arriver à cette étape qui va venir finalement un peu sanctuariser un processus qui a commencé, qui a été initié il y a des années, parce que pour faire les choses bien, il faut aussi laisser du temps au temps. Alors David, je vais te donner la parole, mais auparavant, peut-être que Benjamin Gilles, tu peux nous dire, concernant la communauté des entreprises à mission, quelle est la présentation et les actions que vous menez. Il y a le soin, il y a la recherche, il y a l'enseignement. Certes, c'est des missions premières, mais pas seulement. Non, tout à fait. Alors moi, je suis finalement un jeune bébé des sociétés à mission, puisque j'ai eu la chance de sauter dans le grand bain en intégrant le cabinet KEA, qui a été le premier cabinet de conseil de direction générale à faire ce pas et à devenir entreprise à mission. Et à travers mon intégration chez KEA, j'ai été amené à animer le cercle santé de la communauté à mission, des entreprises à mission. Donc la communauté des entreprises à mission, c'est 350 entreprises, dont 74 qui sont rattachées au monde de la santé. C'est plus 30%
d'entreprises à mission rattachées au champ de la santé depuis 2023. C'est pas que du bavardage, hein. Il y a 69 ambassadeurs dans la région qui sont là pour animer. Donc c'est devenu finalement un mouvement. On est passé de quelque chose qui pouvait être peut-être une utopie à une véritable transformation, un véritable mouvement. Ce cercle, il met autour de la table des acteurs de la sphère privée non lucrative, de la sphère sanitaire, des acteurs du sanitaire, du médico-social. Et il y a une belle magie qui s'est opérée finalement à travers ce cercle où on décloisonne les secteurs. On fait complètement abstraction des enjeux de concurrence, puisqu'on va se retrouver avec des acteurs qui sont peut-être concurrents dans la vraie vie et qui, à travers ce cercle, se retrouvent à partager des bonnes pratiques, se retrouvent à partager des difficultés. Et le collègue va venir l'aider en lui disant cette difficulté-là, moi je l'ai rencontrée concrètement. Voilà comment j'ai pu remobiliser mon comité de mission. Voilà comment j'ai pu engager mes infirmières, mes infirmiers sur tel ou tel sujet. Donc voilà, il y a une belle magie qui opère à travers cet objet qui finalement aurait pu être quelque chose qui était une option éthique et qui devient réellement, à mes yeux, un levier stratégique qui permet aujourd'hui vraiment d'opérer la transformation que le système de santé est en train d'opérer et redonne du souffle, permet de regagner en attractivité. Donc voilà, c'est un magnifique objet. David, tu es membre du comité de mission. Comment est-ce que tu vis ton rôle ? Déjà comme une chance, et évidemment c'était pas possible de refuser la proposition de Lavigne Garbi, Christine Schibler et de Béatrice, puisque la FHP est la première fédération professionnelle à avoir su s'inscrire dans cette démarche. Et donc moi ce qui me frappe dans l'exercice de ce rôle, c'est 2 points. Le premier point, la force de la collégialité, parce que dans ce comité de mission, ce sont des profils très différents, d'acteurs, d'élus, de représentants spécialistes ou pas du secteur, qui vont aller échanger avec la fédération sur la complétude du programme, le suivi des actions, dialoguer, échanger, proposer des axes, en challenger d'autres. Et puis donc la force du débat collégial, c'est vraiment une co-construction. Et le deuxième point, c'est le caractère très concret de ce programme. Et donc Béatrice évoquait ce sujet-là. Évidemment, il y a un angle que je suis d'un petit peu plus près, qui est la question de la régulation éthique de l'IA. La FHP a posé en précurseur dans ses orientations de mission la nécessité d'une garantie humaine de l'IA dans ses orientations d'entreprise à mission, garder l'humain au cœur du dispositif, les professionnels de santé, les représentants de patients. Ça, c'est l'engagement. Et maintenant, on est quelques mois après le lancement de la démarche dans les travaux pratiques sous l'égide de Christine Schibler avec les équipes de la fédération pour essayer de regarder la mise en œuvre concrète à l'échelle du secteur de l'hospitalisation privée de ce principe de garantie humaine qui, comme vous le savez, sera une obligation pour tous dès le 1er août pour les systèmes d'IA génératifs. Donc on est de l'engagement jusqu'à la déclinaison opérationnelle et finalement c'est aussi une très très bonne méthode de conduite du changement, cette logique d'entreprise à mission. Béatrice, concernant, j'allais dire, les adhérents et puis toutes les parties prenantes, comment ça fonctionne ? L'idée, c'est qu'une démarche comme celle des entreprises à mission, c'est vraiment aussi une démarche qui doit créer du lien. Dieu sait que le secteur de la santé, et on en a parlé depuis hier dans des tables rondes, peut être un secteur aussi soumis à beaucoup de cloisonnements, parfois certains corporatismes. C'est très important, des cloisonnements entre les secteurs, des cloisonnements entre les métiers, des cloisonnements entre les acteurs, enfin de multiples cloisonnements. Et parfois des visions un peu péjoratives ou dogmatiques posées sur les uns, sur les autres. Comme disait très justement Benjamin, une démarche comme celle-là, quand elle est véritablement faite de manière totalement intègre, elle abolit, je dirais, les scories un peu inutiles pour revenir au cœur et pour revenir à l'essentiel. Et moi, je porte une conviction, c'est que les établissements de santé, on en a parlé juste avant d'ailleurs avec Patrick Martin, ça fait le lien, les établissements de santé, ils sont sur leur territoire, évidemment des offreurs de soins, ça c'est la mission première, et c'est une mission de service public, mais ils ont aussi un rôle économique et un ancrage économique très fort. Ils ont aussi une mission évidemment sociétale, ils ont aussi une mission environnementale de par leur impact. Et cette dimension-là, je dirais un peu holistique
de la présence d'un établissement sur un territoire, elle est absolument fondamentale. L'époque, je dirais, des hôpitaux un peu forteresses est révolue. Aujourd'hui, les acteurs de santé sont des acteurs ouverts sur la cité. Il y a cette notion qui est aussi une vraie notion qui se traduit de manière très concrète d'aller vers les publics les plus empêchés ou les plus éloignés du soin. On voit bien que aujourd'hui les cartes sont rebattues, de nouveaux défis s'offrent à nous. Le défi effectivement de la digitalisation, le défi de la prévention, le défi de la santé durable, corrélé avec les enjeux environnementaux, ça c'est un axe fort aussi. Le défi qui est cher à notre délégué général de l'attractivité des métiers et de l'emploi, c'est essentiel. Les jeunes générations évidemment voient de manière différente les métiers du soin et c'est heureux. Moi je suis absolument pas du tout nostalgique de quoi que ce soit. Je pense que la nostalgie du bon vieux temps c'est juste une nostalgie de notre jeunesse, mais en fait ça sert à rien. En réalité il faut composer avec la réalité, avec les attentes, avec les aspirations des professionnels d'aujourd'hui. Il faut les entendre, il ne faut pas lutter contre, il faut les écouter. Et tout ça, tous ces sujets-là, ils sont embarqués dans notre démarche. Et donc, on travaille évidemment avec toutes ces parties prenantes-là. Et donc, sur évidemment les enjeux d'attractivité, avec les représentants des différentes professions pour essayer de. Et puis avec les think tanks, on travaille beaucoup aussi avec les think tanks santé qui sont évidemment extrêmement présents et qui sont apporteurs aussi, qui nous nourrissent beaucoup, qui sont apporteurs d'idées. Et donc, voilà, on essaye véritablement dans toutes ces démarches d'offrir le cadre le plus cohérent pour porter ce qui est quand même, je dirais, le point central, les missions de service public. L'idée que, comme a dit, je ne sais plus qui a dit sur notre plateau hier, hein, mais j'ai beaucoup aimé la formule « statut n'est pas vertu ». Donc ce qui compte, ce sont les missions qui sont remplies. Et au-delà des statuts, c'est les missions et l'importance des missions de service public remplies à une époque où effectivement, entre les problématiques d'accès aux soins et les grands défis, il y a des défis absolument colossaux à relever. Benjamin Gilles, dans le prolongement des propos de Béatrice, quand on dit prendre soin, c'est prendre soin dans tous les sens du terme. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Ouais. C'est prendre soin, mais c'est surtout, et c'est ça que je trouve joli dans les dynamiques qui sont portées par ces entreprises qui passent le cap, c'est qu'on prend soin également de celles et ceux qui prennent soin de nous. Et je pense que vu la période et vu le caractère difficile de la période, c'est pas quelque chose à négliger. Et on se rend compte quand on discute avec les participants de ce cercle santé, sanitaire, médico-social, que ça remet finalement l'humain, ça remet le soin, ça remet le patient au centre des préoccupations. Il y a un côté aussi garde-fou derrière cette dynamique d'entreprise à mission. Vous pouvez dire que vous avez envie de changer le monde. Par contre, il va falloir l'écrire dans vos statuts. Il va falloir dire comment vous allez changer le monde, avec qui vous souhaitez changer le monde. Et il va falloir à un moment mesurer si réellement vous avez changé le monde. Donc il y a un côté hyper engageant. Le sujet est intéressant, le sujet est fédérateur. Contrairement peut-être à un projet d'établissement ou un projet stratégique, là vous allez avoir un organisme extérieur, vous allez avoir un comité de mission qui va vous challenger. Et donc les engagements que vous allez prendre, les objectifs que vous allez poser dans vos statuts, il va falloir les mesurer si vous les avez atteints. C'est ça que je trouve intéressant, mais l'objet est tellement séduisant et la dynamique qui naît derrière ces entreprises qui passent le cap font que les gens finalement acceptent de se prêter à cet exercice-là, et ça permet vraiment de mettre en musique toute la société, enfin toute l'entreprise, pardon, et de mobiliser infirmières, infirmiers, aides-soignantes, aides-soignants, brancardières, brancardiers, on en a parlé quand on a préparé tout ça, sages-femmes et maïoticiens également. Donc voilà, c'est un véritable outil de fédération, et on l'évoquait tout à l'heure, le système de santé est un peu en souffrance là. Il y a besoin de recréer ce lien de confiance entre les usagers, entre les soignants et entre la société. Et voilà, ça donne un espèce de GPS un peu stratégique et je trouve ça très intéressant. David, il y a le soin, il y a l'humain. Je voudrais qu'on parle de l'IA et puis de l'éthique également. Comment ça se place ? Alors, je le disais en saluant François Braun qui va s'exprimer dans un instant sur la table ronde et qui, comme ministre, a beaucoup porté cette orientation. C'est une orientation forte de la FHP depuis longtemps, de porter l'IA au cœur de ses priorités. Et j'ai l'impression d'une certaine manière, là, en voyant d'un centre expo à l'autre, on a l'impression que l'an dernier, c'était le moment d'une prise de conscience de l'importance du sujet jusqu'à
l'an dernier, on était dans des sujets plus de prospective, c'était un moment de prise de conscience, et que là, cette année, c'est vraiment le sujet du réel. Et les acteurs s'y préparent activement, avec le sentiment d'une certaine même peut-être urgence dans le déploiement de ces outils, parfois de manière désordonnée. Ce qui est important dans la démarche de la Fédération d'hospitalisation privée, c'est d'avoir encapsulé cette diffusion de l'IA dans une démarche de délibération collégiale, en bon ordre, pour pouvoir en décliner la fabrication d'une stratégie, ce qui est l'étape dans laquelle la Fédération est engagée maintenant. Et en ayant au cœur de ce discours de la méthode d'une certaine manière, un certain nombre de principes clés, dont celui de la garantie humaine de l'IA. C'est-à-dire comment je m'ouvre à l'innovation sur le plan numérique et digital et comment je crée des méthodes collégiales, mais aussi de traçabilité pour assurer un monitoring par les professionnels et les représentants des patients. Et on voit que cette force d'anticipation, elle est importante, puisque là, on se retrouve au mois de mai 2025 à 2 mois de l'entrée en vigueur du règlement européen sur l'IA, sur la partie IA générative, et à quelques semaines de l'entrée en vigueur de la version 6 de la certification des établissements de santé, qui intègre ces critères de management du risque, de garantie humaine de l'IA. Pour tous les établissements de santé, ce sera une obligation de certification à partir de septembre. Et donc on voit que d'une certaine manière, le réel a rejoint le sujet qui a émergé dans le cadre de la délibération d'entreprise à mission. Et que d'une certaine façon, même s'il ne faut pas peut-être téléologiser la démarche, le fait d'avoir cette dynamique d'entreprise à mission a permis à la Fédération de faire émerger des sujets, de les décanter pour pouvoir en déduire des plans d'action opérationnels, et que rejoint maintenant les obligations auxquelles tous les établissements de santé devront faire face. Allez, dernière question qui s'adresse à vous trois. Je vais commencer par vous, Benjamin, Gilles. Quel avenir pour les entreprises vertueuses ? Alors, la communauté des entreprises à mission a bien entendu envie d'atteindre ce point de bascule en sociodynamique, le tipping point, où finalement on arrive à faire quelque chose, un ressentiment à une évidence. Donc il y a la volonté de secteur par secteur d'engager. Il y a 5 ans, on ne s'attendait pas à avoir en 2024 2073 sociétés à mission. C'est un doublement en 2 ans, un triplement en 3 ans. Donc la volonté peut-être, c'est de faire de l'entreprise à mission le standard des acteurs de santé, et puis peut-être que demain, à ce rythme-là, la raison d'être pourra jouer du coude avec le chiffre d'affaires, qui sait. Mais voilà, il y a une vraie volonté, en tout cas, du côté de la communauté des entreprises à mission d'engager. C'est un modèle qui séduit, c'est un modèle qui a vocation à se développer de plus en plus. Même question, David, quel avenir ? Et puis je laisserai le mot de la fin, Béatrice. Je pense que c'est effectivement un appel pour diffuser cette démarche, peut-être en partager les acquis de méthode, la faire connaître. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister sur ce qui me semble inspirer la démarche de la Fédération et ce à quoi on veille dans le comité. C'est que ce n'est pas du tout une démarche fermée. C'est au contraire une démarche d'ouverture, de participation qui traduit, me semble-t-il, l'état d'esprit de la Fédération, de porter des valeurs communes aux acteurs de santé, de les partager et de capitaliser sur ces bonnes pratiques et ces acquis de méthode, notamment sur le sujet de l'IA, mais pas que. Béatrice, je te laisse le mot de la fin en conclusion. Oui, moi je reprendrai, j'aime bien ton mot, David. Effectivement, il ne faut pas théologiser. Quand on théologise, en fait, on se part des vertus et on reste effectivement dans quelque chose d'un peu, un peu incantatoire. Je pense qu'une démarche à mission, c'est vraiment une démarche très incarnée, très ancrée. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même beaucoup de chance. On est soutenu, on est doublement soutenu par effectivement un comité de mission. Encore une fois, je veux rendre hommage à notre présidente, Catherine Deroche, ancienne sénatrice, ancienne présidente de la commission des affaires sociales du Sénat, qui ne pouvait pas être là avec nous, mais qui nous accompagne aussi avec tous les autres membres de manière très précieuse. Donc on a ce soutien exigeant d'un côté, et puis ça fait vraiment plaisir de voir qu'effectivement on fait partie finalement d'une grande communauté. Et ça, c'est aussi important parce qu'on a besoin de ce collectif. Donc, merci pour ça. Et puis, la dernière chose, c'est que dans ce monde, effectivement, on en parlait ce matin. Agnès Buzyn était sur notre plateau ce matin pour parler des fake news et de tout le fake en santé, de toute la désinformation, de tout le populisme aussi qu'il peut y avoir dans la sphère santé. Revenir effectivement sur des valeurs et des missions, c'est pas forcément complètement du luxe non plus. Donc, ce sera le mot de la fin. Merci pour votre participation. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis.